Ok, alors la suite. Page 27. Ouais. Il y a 20 ans aujourd'hui, votre maison n'est pas un actif. Le crack immobilier de 2008 a livré un message clair. Votre maison n'est pas un actif. Non seulement ne met-elle pas d'argent dans vos poches, mais vous ne pouvez pas compter sur le fait que sa valeur augmentera. Aujourd'hui, en 2017, de nombreuses résidences ont une valeur inférieure à ce qu'elles avaient en 2007. L'un de mes pères se débattait pour sauver quelques dollars. L'autre créait tout simplement des investissements. L'un d'eux m'enseigna comment écrire un impressionnant curriculum vitae pour que je puisse me trouver un bon emploi. L'autre m'enseigna comment rédiger de solides projets financiers et d'affaires pour que je puisse créer des emplois. Le fait d'être le produit de deux pères influents m'a donné le luxe de pouvoir constater tous les effets que des pensées différentes peuvent avoir sur notre vie. J'ai remarqué que les gens façonnent vraiment leur vie par le moyen de leurs pensées. Par exemple, mon père pauvre disait toujours "Je ne serai jamais riche, loser." Et cette prophétie se réalise. De notre côté, mon père riche parlait toujours de lui-même comme de quelqu'un de riche. Il disait des choses comme celle-ci: "Je suis un homme riche et les gens riches ne font pas cela." Même quand il fut fauché comme les blés après un désastre financier majeur, il continua de se considérer comme un homme riche. Il se justifiait lui-même en disant: "Il existe une différence entre être ouh, il existe une différence entre être pauvre et être sans le sou. Quand on est pauvre, c'est pour toujours. Être sans le sou, c'est temporaire." Mon père pauvre disait: "Je ne suis pas intéressé par l'argent, ou l'argent m'importe peu." Mon père riche disait: "L'argent, c'est le pouvoir." Donc, la puissance de nos pensées ne pourra peut-être jamais être mesurée ou estimée à sa juste valeur, mais il devint évident pour moi, alors que j'étais encore tout jeune, qu'il me fallait prendre conscience de mes pensées et de ma façon de m'exprimer. Je constatai que mon père pauvre était pauvre non pas à cause du salaire qu'il gagnait, qui était loin d'être négligeable, mais à cause de ses pensées et de ses actions. Encore jeune garçon, avec mes deux pères, je devins extrêmement conscient qu'il ne fallait être prudent quant aux pensées que j'allais choisir d'adopter comme miennes. Devais-je écouter mon père riche ou mon père pauvre? Les deux hommes avaient un immense respect pour l'éducation et les études. Ils différaient d'avis sur ce qu'il était important d'apprendre, selon eux. L'un voulait que j'étudie avec ferveur, que j'obtienne un diplôme et que je trouve un emploi payant. Il voulait que j'étudie pour devenir un professionnel, un avocat, un comptable, ou que je fasse des études commerciales pour obtenir une maîtrise en administration des affaires. L'autre m'encouragea à étudier comment devenir riche, à comprendre le fonctionnement de l'argent et à apprendre comment mettre l'argent à mon service. Je ne travaille pas pour l'argent. Voilà les mots qu'il me répétait encore et encore. L'argent travaille pour moi. À l'âge de 9 ans, je décidai d'écouter et d'apprendre tout ce que mon père riche avait à dire à propos de l'argent. En agissant ainsi, je choisis de ne pas écouter mon père pauvre, même si c'était lui qui détenait tous les diplômes. Une leçon de Robert Frost. Robert Frost est mon poète favori. Bien que j'aime plusieurs de ses poèmes, mon préféré est Le sentier que je n'ai pas emprunté. Je mets en pratique la leçon de ce poème presque quotidiennement. Le sentier que je n'ai pas emprunté. Deux sentiers s'écartaient l'un de l'autre dans une forêt aux feuilles. Ah, pardon, c'était à la ligne. Deux sentiers s'écartaient l'un de l'autre dans une forêt aux feuilles jaunies, et j'étais déçu de ne pouvoir le parcourir tous deux comme un seul voyageur. Je restai longtemps immobile à regarder l'un s'étirer longuement jusqu'à ce qu'il bifurque dans le sous-bois. Puis, j'ai choisi l'autre qui me semblait tout aussi beau et qui méritait peut-être davantage le titre de sentier, car il était verdoyant et je voulus m'y engager, même si les deux sentiers avaient été foulés presque pareillement par les milliers de pas de promeneurs. Ce matin-là, les deux sentiers gisaient semblablement enterrés sous des feuilles qu'aucun pied n'avait encore foulées. Deux sentiers. Ce matin-là, deux sentiers gisaient. Ok. Oh, c'est alors que je gardais le premier sentier en réserve pour un autre jour. Pourtant, sachant comment un sentier mène à un autre, je doutais fortement que j'allais revenir un jour. Il me faudrait raconter cette histoire avec un soupir dans la voix, à des années-lumière d'ici. Deux sentiers se séparaient l'un de l'autre dans un bois que j'empruntais le moins fréquenté, et c'est ce qui fit toute la différence.
2 sentiers se séparaient l'un de l'autre dans un bois, et j'empruntais le moins fréquenté. Et c'est ce qui fit toute la différence. Ok. Cela changea complètement les choses. Au fil des années, j'ai souvent réfléchi à ce poème de Robert Frost. Quand j'ai choisi de ne pas écouter les conseils de mon père très instruit, ce fut une décision difficile à prendre, mais cette résolution façonna le reste de ma vie. Quand j'eus décidé lequel de mes deux pères je devais écouter, mon éducation concernant l'argent commença. Mon père riche me prodigua son enseignement pendant 30 ans, jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 39 ans. Il cessa de m'enseigner après avoir réalisé que je connaissais et comprenais à fond ce qu'il avait essayé d'enfoncer dans mon crâne bien souvent borné. L'argent est une forme de pouvoir, mais l'éducation financière est plus puissante encore. L'argent va et vient, mais si on vous enseigne le fonctionnement de l'argent, vous acquérez du pouvoir face à l'argent et vous pouvez alors commencer à créer de la richesse. La raison pour laquelle la pensée positive ne peut pas, à elle seule, donner les résultats voulus est que la plupart des gens ont fréquenté l'école et n'y ont jamais appris les rudiments de l'argent. Ah, la raison pour laquelle la pensée positive ne peut pas, à elle seule, donner de résultats voulus est que la plupart des gens ont fréquenté l'école et n'y ont pas appris les rudiments de l'argent. Ok. Voilà pourquoi ils passent leur vie à travailler pour de l'argent. Vu que je n'avais que 9 ans quand mon enseignement commença, les leçons que mon père riche m'inculqua étaient simples. Somme toute, il n'y eut que 6 leçons essentielles, maintes fois répétées sur une période de 30 ans. Ce livre parle de ces 6 leçons exprimées ici aussi simplement que possible, telles que mon père riche me les a présentées. Les leçons ne sont pas censées être des réponses en soi, mais plutôt des poteaux indicateurs. Ces indications aideront vos enfants et vous-même à vous enrichir, quoi qu'il advienne dans ce monde où l'incertitude et les changements s'accentuent. On a combien de temps? Ok. Leçon numéro 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour de l'argent. Les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Père, peux-tu me dire comment devenir riche? Mon père referma le journal du soir. Pourquoi veux-tu devenir riche, mon fils? Parce qu'aujourd'hui, la mère de Jimmy conduisait leur nouvelle Cadillac et se rendait passer la fin de semaine dans leur maison de campagne. Jimmy emmenait 3 de ses amis, mais Mike et moi n'avons pas été invités. On nous a dit que nous ne l'étions pas, car nous sommes des enfants pauvres. Ils ont dit ça? Demanda mon père d'un air incrédule. Oui, ils l'ont dit, répliquai-je d'un ton peiné. J'ai du mal à lire avec la crème là dans les yeux. Mon père hocha la tête en silence, remit ses lunettes et continua la lecture de son journal. Je restai là à attendre une réponse. Nous étions alors en 1956. J'avais 9 ans. Attends, je crois que je vais utiliser ma voix. Je vais, comment dire, aggraver ma voix. Ce sera plus facile. Par un étrange... Ah non, ok. Par un étrange coup du sort, je fréquentais la même école publique que les enfants de riches. L'industrie principale de notre ville était la canne à sucre. Les directeurs de la plantation et les autres personnes influentes de la ville, comme les médecins, les propriétaires d'entreprises et les banquiers, envoyaient leurs enfants à cette école élémentaire. Après la 6e année, leurs enfants étaient habituellement envoyés dans des écoles privées. Étant donné que ma famille habitait sur un certain côté de notre rue, je fréquentais cette école. Si j'avais vécu de l'autre côté de cette même rue, on m'aurait inscrit dans une école différente avec des écoliers issus de familles semblables à la mienne. Après la 6e année, ces derniers et moi-même devions fréquenter l'école secondaire publique. Il n'était pas question d'école privée pour eux ou pour moi. Mon père finit par déposer le journal. Je voyais qu'il réfléchissait. Eh bien, mon garçon, commença-t-il doucement, si tu veux devenir riche, il te faut apprendre à faire de l'argent. Comment fait-on de l'argent, lui demandai-je. Eh bien, réfléchis, mon garçon, dit-il en souriant. Ce qui signifiait, je ne t'en dirai pas plus. Ou je ne connais pas la réponse, ne m'en demande pas davantage. La formation d'une association. Le matin suivant, je répétais les paroles de mon père à mon meilleur ami Mike. À ma connaissance, Mike et moi étions les seuls enfants pauvres de l'école. Mike me ressemblait, car lui aussi fréquentait cette école par un singulier coup d'instinct. Quelqu'un avait délimité le territoire du secteur scolaire et nous avions abouti dans le même établissement que les enfants riches. Nous n'étions pas vraiment pauvres, mais nous
Mais nous nous sentions comme tels, car tous les autres garçons avaient des gants de baseball neufs, des gants de basket, des bicyclettes neuves. Tout ce qu'ils avaient était neuf. Nos parents assuraient nos besoins essentiels. Nourriture, logement, vêtements, guère plus. Mon père disait, si tu veux quelque chose, travaille pour te le payer. Des choses, nous en voulions, mais les emplois étaient rares pour des garçons de 9 ans. Comment donc devrions-nous nous y rendre pour faire de l'argent demanda Mike. Je ne sais pas, répondis-je. Mais veux-tu devenir mon associé? Et c'est ainsi que ce samedi-là, Mike devint mon premier associé. Nous passâmes toute la matinée à échafauder des plans destinés à nous enrichir. Par moments, nous évoquions Jimmy et les autres, en train de s'éclater à sa maison de campagne. Cela nous faisait un peu mal, mais d'un mal bénéfique qui nous stimulait dans notre projet de faire de l'argent. Enfin, cet après-midi-là, un éclair de génie traversa nos esprits. C'était une idée que Mike avait puisée dans un livre de science. Très excités, nous échangeâmes une poignée de main, et ce fut la naissance de notre entreprise. Au cours des semaines qui suivirent, Mike et moi sillonnâmes notre quartier, frappant aux portes pour demander à nos voisins de bien vouloir mettre de côté leurs vieux tubes de dentifrice. Intrigués, la plupart des adultes acceptèrent avec le sourire. Certains voulaient en savoir plus long. Nous répondions, impossible de vous le dire, secret professionnel. Ah, les enfants, j'adore. L'inquiétude de ma mère grandissait au fil des semaines. Nous avions choisi un coin près de la machine à laver pour y entreposer notre matière première. Dans une boîte en carton qui avait jadis contenu des bouteilles de ketchup, notre petite provision de tubes de dentifrice prit de l'ampleur. Un jour, ma mère en eut assez. La vue de ce monticule de tubes de dentifrice sales et déformés ayant appartenu à nos voisins finit par la mettre hors d'elle. Que faites-vous les garçons? Et ne me parlez pas de secret professionnel. Faites le ménage ou je mets tout ça aux ordures. Mike et moi, attends, mince la page. Ok, Mike et moi l'avons imploré et supplié de nous laisser faire. Lui expliquions que nous aurions bientôt assez de tubes pour commencer la production. Nous l'avisâmes que nous attendions encore les tubes de quelques voisins qui achevaient leur dentifrice. Maman nous fit grâce d'une semaine. La date du début de la production fut repoussée. La pression montait. C'était ma première association et une menace d'éviction planait déjà sur nous. Alors, ok. Et une menace d'éviction planait déjà sur nous, par les bons soins de ma propre mère. Mike fut chargé d'inciter les voisins à utiliser plus rapidement leur dentifrice, leur rappelant les fréquents brossages recommandés par le dentiste. J'ai commencé à mettre sur pied la chaîne de fabrication. Tel que prévu, la production commença une semaine plus tard. Lorsque mon père, accompagné d'un ami, voulut s'engager avec sa voiture dans notre allée, il se trouva devant deux garçons de 9 ans, opérant une chaîne de fabrication à plein régime. Tout était recouvert d'une mince couche de poudre blanche. Des petits berlingots de lait venant de l'école étaient alignés sur une longue table et, sur notre grille Hibachi, des charbons de bois rouge vif dégageaient une chaleur ardente. Péan marcha prudemment vers nous, ayant dû garder la voiture au bas de l'allée, car la chaîne de montage bloquait l'accès à l'abri de l'auto. En s'approchant, son ami et lui virent le bac de métal posé sur des charbons de bois dans lesquels fondaient les tubes de dentifrice. À cette époque-là, le dentifrice ne se vendait pas dans des tubes en plastique, mais de plomb. Une fois la peinture brûlée, les tubes, jetés dans le petit bac de métal, finissaient par se liquéfier. Et à l'aide de poignées de ma mère pour saisir un objet chaud, nous versions le plomb par un orifice pratiqué dans le haut des berlingots. Les berlingots furent remplis de plâtre de moulage, comme celui qui s'était répandu partout avant d'être mélangé à l'eau. Dans mon empressement, j'avais reversé le sac et on aurait cru qu'une tempête de neige s'était abattue sur la région. Les berlingots servaient à mouler le plâtre. Désolé pour ma lecture, je suis un peu fatigué là, je crois. Les berlingots servaient à mouler le plâtre. Mon père et son ami nous regardèrent verser le plomb fondu. Ah, la galère. En plus, j'ai un air dans la tête. Attends 2 secondes.